Sud Radio, le dossier de l'été. Ça recommence. Qu'est-ce que c'était bien ça, Pierre Perret. C'était excellent. Alors évidemment, c'est peut-être un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas. Je vous confirme, Laurence, j'ai 25 ans, je ne connais pas. Dis donc, Théo. On parle des colonies de vacances. Sont-elles toujours dans le cœur des familles? Est-ce qu'elles sont dépassées? Avec nous, on aura plusieurs invités pour parler des colonies de vacances, mais avec vous, Théo Ampillac, on a bien compris que vous aviez à peine 25 ans. Elles ont marqué des générations d'enfants entre grands jeux, feux de camp, premières amitiés loin des parents. Alors qu'en est-il aujourd'hui des colonies de vacances? Sont-elles encore la cote auprès des familles? Théo. Oui, les toutes premières colonies de vacances naissent dans les années 1880 pour offrir un véritable bol d'air aux enfants des villes. Leur âge d'or remonte, remonte aux années 70. Plus d'1,5 million d'enfants partaient chaque année en colonie. Aujourd'hui, après un net recul dans les années 2000 et une chute pendant le Covid, la fréquentation est remontée à environ 1,3 million de jeunes par an, mais ça reste bien en deçà de son niveau historique. Alors, quelles sont les raisons de cette chute? En premier, on en a 3. En premier, c'est le coût. 500 € en moyenne, jusqu'à 4000 € pour des séjours haut de gamme. Donc c'est vraiment extrêmement cher. Il y a aussi la concurrence des séjours linguistiques en deuxième. Et en troisième, on a l'essor des nouvelles formules, comme par exemple les centres de loisirs, les stages sportifs, les activités culturelles, etc., etc. Beaucoup de parents donc privilégient les vacances en famille, quitte à partir moins loin ou moins longtemps. Merci beaucoup Théo pour ce point. Et je vais tout de suite accueillir bien sûr mes invités, mais je voudrais aussi vous donner la parole. Manu vous attend au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Est-ce que vous avez vécu des colonies de vacances? Venez nous raconter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une commune qui ne peut plus faire de colonies de vacances, tout du moins les organiser pour plein de raisons? Venez nous en parler. Et puis, si vous-même vous êtes BAFA, comme on dit, animateur ou directeur de centre de vacances, je parle de colonies de vacances. Je parle pas de centre de loisirs. On accueille tout de suite Lisiane Jonqueur, qui est directrice de l'association Les Jeunes du Four. On est dans le Finistère, à Lanille-Dut. Bonjour Lisiane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous serons aussi, et nous allons l'accueillir tout de suite avec Michel Fize, qui est sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et puis nous accueillerons dans quelques instants Garance, qui elle est animatrice de colonies de vacances et qui doit être aussi en notre compagnie, je crois. Bonjour Garance. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avec vous, Michel, j'ai déjà envie d'en savoir un petit peu plus, vous qui êtes sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse. Michel, selon les chiffres de l'INJEP, on reste à environ 1,3 million de départs en 2024. C'est en dessous des chiffres qu'on avait d'avant-crise, encore loin des pics passés. Est-ce que vous pouvez nous remettre tout ça en perspective? Est-ce que selon vous, ça veut dire que les colonies de vacances attirent moins? Alors d'abord, il faut rappeler que la grande période aujourd'hui disparue, ce ne sont pas les années 70, ce sont les années 60. Dans les années 60, nous avions 4 millions d'enfants qui partaient en colonie de vacances. Donc ce chiffre a été à peu près divisé par 3 en l'espace d'un peu plus de 60 ans. Alors c'est vrai qu'avec la chanson de Pierre Perret, vous avez réveillé peut-être l'idée que colonie de vacances, ça fait un peu vieillot dans l'appellation. Alors peut-être à tort, mais peut-être que pour un certain nombre déjà d'enfants, ça ressemble plus à une pension, donc quelque chose qui est contraignant, où on va encore avoir des ordres à respecter, des emplois du temps à suivre scrupuleusement, voilà, où on n'a pas cette autonomie qu'on peut trouver dans d'autres mouvements, parce que il y a quand même une série de mouvements que vous n'avez pas évoqués et qui sont pourtant importants parce que eux on le vend en poupe. Ce sont les mouvements de jeunesse et notamment les mouvements scouts.
Simplement, pour rester sur les mouvements scouts, nous avons aujourd'hui 125 000 adhérents, soit à peu près le double par rapport à 2012. Oui, mais Michel, excusez-moi, Michel Fize. C'est bien de confronter colonies de vacances et mouvements de jeunesse, scouts en particulier, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les uns marchent et les autres pas. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, je peux comprendre votre angle en disant que ça peut expliquer pourquoi certains marchent et d'autres pas. Je suis d'accord avec vous, mais les scouts, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même départ de la part des familles. Scouts, c'est effectivement de toute façon relié à la religion. On est catholique quand on est scout, alors que les colonies de vacances, c'est laïque. Oui, alors non, ça c'est un raccourci un peu rapide. On n'est pas forcément catholique quand on va dans un mouvement scout. D'abord, il y a des scouts de toutes les confessions, israélites, musulmans. Et puis bon, il y a beaucoup, comme dans nos écoles privées aujourd'hui. Les écoles privées n'accueillent pas que des familles croyantes. Voilà. Alors, ceci étant, je pense que parmi toutes les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure en introduction, bon, bien sûr, il y a le coût. Alors, c'est assez étonnant parce que finalement, avec ce coût de 500 voire 550 € en moyenne la semaine, c'est inaccessible pour beaucoup de familles de classe modeste. Et paradoxalement, c'est inaccessible pour des classes moyennes dès lors qu'elles ne sont pas modestes. Des classes moyennes un petit peu supérieures. Voilà. Donc là, on a tout un vivier peut-être qui échappe. Alors, il faut aussi insister sur le fait que les infrastructures des colonies de vacances sont pour beaucoup vieillissantes. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Et qu'il y a un manque de renouvellement par manque de moyens, parce que les finances, les subventions ont été entamées ces dernières années. Et puis quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même l'insécurité. Alors, ceci étant dit, Michel, on ne peut pas parler de tout de suite, parce que on vient juste de commencer l'émission, donc vous voyez, c'est normal qu'on n'ait pas parlé de tout de suite. Mais allez-y sur la sécurité, ça m'intéresse beaucoup. Non, je pense que il peut y avoir un problème de recrutement, une insuffisance de vocation pour devenir moniteur de colonies de vacances. Alors bien sûr, il y a le BAFA qui est une belle opportunité. Et puis il peut y avoir évidemment des problèmes dramatiques. On l'a vu dans un autre domaine avec ces enfants autistes noyés. Mais donc il peut y avoir une interrogation d'un certain nombre de familles sur est-ce que l'encadrement va être suffisant, est-ce qu'il va être de bonne qualité, est-ce qu'on va être très attentif, voilà. Alors, étant entendu que le moindre incident est amplifié par les médias et sur les réseaux sociaux, donc ça peut décourager un certain nombre de volontaires. Bon, on va aussi donner la parole à Lisiane. Restez avec nous, Michel, parce que votre regard de chercheur au CNRS et de sociologue est plus qu'intéressant. Et effectivement, je m'en excuse, j'avais fait une petite réduction sur le scoutisme qui n'est pas simplement religieux. Par contre, c'est vraiment très différent de la colonie de vacances telle qu'on l'entendait. Donc là où vous avez raison, c'est est-ce que les colonies de vacances ne sont pas ou ne doivent pas se réinventer? Lisiane, vous êtes avec nous, Lisiane Jonqueur, directrice de l'association Les Jeunes du Four dans le Finistère, et vous organisez, vous, des colonies. Alors, elles sont comment vos colonies de vacances? Plutôt ancienne école ou nouvelle école? Alors, bonjour déjà à tout le monde. Je vais juste resituer, c'est-à-dire qu'on est organisateur puisqu'on est une association dans le mouvement Famille Rurale. Donc on est un espace jeune pour des 9-11 ans et des 11-17 ans, mais on est ouvert sur notre territoire pour les 9-25 ans puisqu'on les accompagne aussi dans leurs projets futurs d'adultes sur leurs futurs emplois. C'est vrai que le nom colonie, alors nous on l'utilise pas parce qu'en fait on ne fait pas que ça. En fait, on est une prestation de service, on ne fait pas que de la colo. Donc, on organise, en fait, on appelle ça des séjours. Aujourd'hui, ça s'appelle plus des séjours ou des camps, selon l'âge des enfants. Voilà, en dessous de 10 ans, on va appeler ça un camp, et au-dessus de 10 ans, généralement, on appelle ça un séjour qui se passe sur une semaine. Voilà, on n'est pas dédié à ça tout l'été puisqu'on est ouvert. Notre accueil est ouvert tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et donc on met en place effectivement des séjours avec. Donc nous, on part du principe que les jeunes sont force de proposition. Donc c'est-à-dire que c'est en amont aussi de l'année où on discute avec nos jeunes pour savoir quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins durant l'été.
Là, par exemple, au mois de juillet, on a organisé un séjour autour du Puy du Fou, avec une journée et le spectacle du soir au Puy du Fou. Mais effectivement, ils avaient des animations nature, ils avaient des temps aussi de chill, comme ils appellent ça maintenant, hein, des temps de repos ou des temps où ils ont le temps d'être ensemble. Parce qu'on est aussi dans une société où tout va trop vite et où on veut tout le temps faire des activités pour faire des activités. Il faut aussi penser que le jeune, il a le droit de se reposer, il a le droit de se détendre. Ça veut dire quoi, Lisiane, vous qui êtes directrice de l'association Les Jeunes du Four, ça veut dire que vous avez des jeunes toute l'année que vous vous retrouvez sur des journées particulières et c'est avec eux et c'est eux que vous emmenez sur vos camps ou sur vos séjours? C'est ça, tout à fait. En fait, il faut être du coup adhérent à notre asso. Alors par contre, du jour au lendemain, un jeune qui voit notre séjour, il est intéressé, il adhère. Nous, c'est 10 € l'année, donc c'est nominatif, c'est par jeune. Et donc en fait, il paye 10 € son adhésion et ensuite il peut venir s'inscrire sur le séjour. Donc on organise en général, par exemple au mois de février, on organise un séjour au ski. Au mois d'avril, on essaye de faire un séjour sur un parc d'attractions parce que ça, c'était des demandes qui avaient été faites par les jeunes. Et en juillet, en août, on essaye de proposer un séjour pour les 11-17 et un autre séjour pour les 9-13 ans, pour les plus jeunes. Ce que je vous demanderai dans quelques instants, Lisiane, après la pause, c'est est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont différents des jeunes d'hier? Est-ce que c'est peut-être plus compliqué ou non? Bien au contraire. Et puis on accueillera aussi notre jeune Bafa, notre monitrice je vais y arriver, de colonie, hein, puisqu'elle sort, je crois, d'une colonie en ce moment, d'ailleurs, Garance, qui viendra nous raconter son quotidien sur l'antenne de Sud Radio. Restez avec nous, on parle des colonies de vacances avec mes 3 invités. Et vous n'hésitez pas au 0826 300 300. Avez-vous fait des colonies? Est-ce que vous êtes vous-même moniteur BAFA? Est-ce que vous êtes vous-même organisateur? Notre sociologue et chercheur au CNRS, Michel Fils, nous disait aussi que les structures avaient de plus en plus de mal. Est-ce que vous êtes dans une commune qui doit vendre son patrimoine bâti dédié à la colonie de vacances, par exemple, parce que vous n'y arrivez plus? N'hésitez pas, 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le dossier de l'été. Et nous parlons des colonies de vacances. Ont-elles toujours la cote? Ont-elles changé? Sont-elles encore gérables par les communes? Avec nos invités, nous avons Lisiane Jonker, qui est directrice de l'association Les Jeunes du Four, dans le Finistère, qui organise des camps, comme elle dit, des séjours. Ils ont oublié le mot colonie. Nous sommes aussi avec Michel Fils, sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse, qui nous a resitué la réalité de ce qu'on appelle des colonies de vacances. Et puis, nous aurons dans quelques instants Garance, qui est titulaire du BAFA et animatrice de colonies de vacances, qui va venir se raconter à l'antenne de Sud Radio. Je vous en ai parlé il y a de cela quelques instants. Certaines communes ont quelques difficultés et à l'heure où les colonies de vacances tentent de se réinventer, on néglige souvent l'un des critères incontournables pour qu'une colonie puisse exister et soit attractive: son emplacement, ses locaux, ses budgets, qui parfois se transforment avec le temps en un patrimoine en danger. Oscar Moreau. Et oui, Laurence, au-delà des critères d'attractivité et de fréquentation des colonies de vacances, il y a une pression immobilière qui pèse derrière tous ces bâtiments, souvent anciens, et des coûts de rénovation qui vont parfois jusqu'à compromettre leur avenir. Avec la baisse constante des dotations aux collectivités ces dernières années et une évolution des pratiques, les colonies sont donc sommées de s'adapter. Alors, entre gestion serrée et innovation, les villes tentent de se renouveler. Mais alors comment, Oscar? Eh bien, pour sauver les centres de vacances, les collectivités territoriales, le plus souvent propriétaires des murs, doivent donc mettre la main à la pâte économiquement, mais évidemment jusqu'à une certaine limite, car oui, malgré le caractère très salutaire d'une colonie, on ne peut pas s'endetter jusqu'au cou et sacrifier un budget pour sa survie. Pour bon nombre de communes, se séparer de leur centre de vacances est devenu une nécessité, voire un véritable crève-cœur. Lieu d'évasion et de nostalgie qui ont vu traverser plusieurs générations, les colonies de vacances faisaient autrefois la fierté d'un territoire et faisaient partie intégrante de la culture locale. Et il faut dire que depuis une vingtaine d'années maintenant, les difficultés se multiplient en la matière. On peut citer tout d'abord une exigence accrue en termes de réglementation pour les séjours et les normes de bâtiments. On estime que près de 30 à 40% des centres de vacances accueillant un public jeune ont fermé depuis l'an 2000. Et cela fait une 60aine d'années que le marché a par ailleurs fortement évolué et l'offre s'est aussi considérablement diversifiée. Aujourd'hui, le plus souvent, les séjours d'enfants en centre de vacances sont devenus des services achetés par les collectivités sur appel d'offres. Ce procédé peut paraître séduisant puisqu'il propose un choix de lieux et d'activités à la carte, mais cette attitude consumériste ne prend bien souvent pas en compte les besoins réels en termes de rénovation patrimoniale avec des infrastructures souvent vieillissantes. Les exemples de communes condamnées à céder leurs colonies se multiplient.
En 2024, à Goussainville, ville du Val d'Oise, qui possédait une colonie de près de 27 hectares dans l'Allier depuis plus de 70 ans. Ou encore en mars dernier, avec Cramponnez-vous, la vente aux enchères pour plus de 7 millions d'euros de la colonie de Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. Une manière de faire des économies donc, mais à quel prix ? Très très bon papier, merci beaucoup. Et juste pour la petite parenthèse, vous pouvez souffler à l'ami Oscar Moreau, c'est sa toute première radio officielle. Mon jeune journaliste qui fait partie de mon équipe, là j'ai plein de jeunes garçons autour de moi, là ça bosse. Merci beaucoup. Merci Oscar. beaucoup, Laurence. Merci pour ces précisions. Je vais revenir dans quelques instants avec Garance, mais je voudrais redonner la parole à Michel Fils, sociologue et chercheur au CNRS, par rapport à ce papier extrêmement décrit que nous a apporté Oscar Moreau sur la réalité des communes également qui sont obligées de se séparer de leur colonie. Michel Fils. Oui, allô ? Mais oui, bon, il est évident que toutes ces contraintes financières, d'encadrement, compliquent évidemment les prises en charge, expliquent évidemment toutes ces fermetures ou ces impossibilités de rénover le bâti. Mais je voudrais peut-être mettre l'accent aussi sur un point qu'on n'a pas évoqué. C'est vrai que dans l'esprit traditionnel, colonie de vacances, ça renvoie à colonie d'enfants, surtout pour les plus jeunes. C'est vrai. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus ceux d'avant. Et les enfants ont besoin, ils ont découvert la liberté par les réseaux sociaux, ils ont découvert d'autonomie. Voilà, donc ils ne veulent plus être enfermés, comme c'était un peu le cas dans les colonies de vacances classiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, autrefois, on rentrait dans un cadre, et aujourd'hui, on veut rentrer sur un espace plaisant, agréable. Et c'est vrai que autrefois on présentait des activités, et on a bien vu par le témoignage de la directrice de colonie tout à l'heure que aujourd'hui évidemment il faut tenir compte des goûts, il faut être dans une dynamique élargie par rapport à la nature, l'environnement. Bon, il faut aussi quelque part que ces séjours soient pédagogiques au sens premier du terme, voilà, sans négliger les besoins nouveaux des enfants et des jeunes de 2025. Oui, tout à fait. D'ailleurs, merci de m'offrir cette transition toute trouvée, Michel Fils, co-animateur de l'émission, c'est top. On va accueillir Garance, qui est monitrice, en tout cas qui a un BAFA et qui travaille dans la colonie, effectivement pour appuyer votre discours sur la différence des générations par rapport aux colonies. Bonjour Garance. Bonjour. Alors vous êtes animatrice de colonie de vacances, vous êtes quelle colonie vous faites, dans quel secteur ? Oui, exactement, je suis animatrice. Alors j'ai fait plusieurs colonies, j'ai fait avec des plus jeunes, j'ai fait des colonies de vacances qui allaient des tranches d'âge de 5 à 15 ans. Et là cet été, je suis partie avec des adolescents, donc de 13 à 17 ans. Ça peut être très large, comme des tranches d'âge qui sont beaucoup moins larges. Et c'est des publics qui sont toujours variés. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Garance, vous, de passer votre BAFA pour devenir monitrice ? Alors moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir partir. Non, on dit plus moniteur, on dit animateur. C'est ça, non ? Oui, c'est vrai que moi, je dis animatrice, mais je pense que moniteur, ça peut se dire aussi. Mais alors oui, pour répondre à votre question, j'ai toujours eu la chance de pouvoir partir en colonie de vacances quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Et moi, ça a toujours été un des meilleurs moments de mes vacances, de mon été. Et c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre, et c'est des moments que j'avais envie de faire vivre aussi à la génération d'après. Donc c'est sûr que c'est toujours un investissement, c'est toujours un coût, mais pour moi c'est un coût qui vaut vraiment la peine de. Vous êtes animatrice, monitrice depuis combien de temps ? Là, ça va faire 2 ans que je pars en colonie de vacances en tant qu'animatrice. Il y a eu des stages pour le diplôme du BAFA, et là actuellement je suis plus en stage, et voilà. Vous avez dit que vous aviez aussi envie de transmettre ce que vous aviez vécu, vous. Donc vous avez quel âge ? Vous avez moins de 30 ans, Garance, largement. Oui, ouais. Moi j'ai 19 ans. Oui, largement moins de 30 ans même. 19 ans, ça veut dire que vous avez fait des colonies de vacances, il y a quoi ? Il y a peut-être 10 ans, enfin, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir partir tous les étés de mes 7 à 17 ans. Et qu'est-ce que ça vous apportait ? Moi j'ai toujours trouvé que ça m'apportait énormément d'autonomie, énormément de
un apprentissage sur le fait de vivre en collectivité avec les autres, de faire des compromis, parce que forcément on passe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entouré de gens, et on est avec d'autres enfants, nos amis, nos camarades, dans les chambres. Au moment des douches, il y a forcément des gens autour, bien sûr en respectant l'intimité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vraiment le moment tout seul, et ça apprend forcément à devoir faire des compromis. Ça nous enseigne beaucoup sur nous-mêmes, sur comment on réagit face aux autres, à la vie en collectivité. Et moi, c'est surtout ça que j'en tire. Et c'est une grosse fierté de pouvoir dire que j'ai pu faire des colos. Et puis évidemment, c'est forcément des beaux souvenirs, des beaux moments, des animations qui étaient très recherchées, avec des animateurs qui étaient géniaux. Et aujourd'hui, c'est ça aussi que j'ai envie de pouvoir transmettre. Animateurs géniaux. Géniaux, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, Garance, merci beaucoup. Du coup, Michel Fize, notre sociologue, disait qu'il y avait aussi les enfants avaient changé entre les enfants, évidemment, de l'âge d'or des colonies qui étaient dans les années 60 à aujourd'hui. Il y a une différence qui est énorme. Est-ce que vous, sur le peu d'âge que vous avez, c'est-à-dire le peu de différence quand vous étiez jusqu'à 15 ans en colonie, 17 ans, et maintenant à 19 ans, vous êtes moniteur, vous sentez déjà une différence un peu d'attente, de génération, Mais bien sûr, mais je pense qu'on pourrait dire ça de toutes les générations. Je pense que c'est juste quelque chose de normal, et il faut le prendre avec une normalité et une positivité dans tous les cas. Oui. Et bien sûr que chaque génération va être différente. Alors après, moi, ça dépend avec quelle tranche d'âge. J'ai quand même que 2 ans d'écart avec des jeunes de 17 ans. Donc je vais forcément peut-être moins voir de fossé, mais il est quand même là. Et c'est aussi des jeunes qui peuvent venir d'autres milieux. Dans tous les cas, ça va être quelque chose de différent, et on va s'apporter mutuellement beaucoup de choses. Vous dites vive les colonies. Tiens, d'ailleurs, on va accueillir Linda. Merci beaucoup, Garance, de ce témoignage fort d'une jeune monitrice animatrice de colonies de vacances depuis 2 ans avec son BAFA. Bonjour Linda. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Sud Radio, sur ce dossier de l'été, sur les colonies de vacances. Vous mettez votre enfant en colonie ? Oui, parce que comme vient de le dire en effet l'animatrice, et puis c'est des moments de vie en fait. C'est vraiment des moments de vie qui permettent aux enfants, et donc du coup à mon enfant, d'évoluer. Je dirais même d'exister en dehors du système familial. Et c'est un apport, je crois que c'est même un cadeau qu'on peut faire à nos enfants, bien évidemment avec le choix de la colonie, d'informer aussi nos enfants sur un petit peu tous les risques, etc. Mais voilà, c'est comme si je léguais un moment de vie de vacances à une équipe d'animateurs pour faire grandir mon enfant. En tout cas, beaucoup de gens réagissent aussi sur la page Facebook de Sud Radio. On fait un petit coucou à Denis qui passe. Fréquence qui n'aimait pas du tout les colonies. Il disait que c'est un enfermement pour moi. D'autres disent Brigitte qui dit un de mes gamins n'a pas aimé du tout. Par contre, ma fille, mon aînée, c'était sa demande tous les ans au même endroit. Est-ce que ça peut aussi dépendre? Je vais me tourner vers Lisiane, qui est directrice de l'association Les Jeunes du Four à Lannilude, et qui organise, comme elle nous dit, non pas des colonies, parce qu'ils n'utilisent plus ce mot-là, mais des camps. Ça dépend aussi, bien sûr, de la psychologie de l'enfant, ou tout du moins de ses attentes. Oui, de ses attentes, et puis surtout, qu'est-ce qu'on aime bien quand on part en séjour, c'est être avec des copains. Donc ça prime énormément aussi sur. Il y a effectivement les activités qui peuvent être proposées, mais il y a surtout aussi le fait d'aller au moins avec un copain et de se créer de vrais souvenirs de vacances ensemble. Souvent, c'est des jeunes aussi qui, à cet âge-là, nous sur les 9-13 ans, qui sont en fin d'école primaire et début de collège, donc qui vont découvrir un nouvel univers qu'est le collège. Puis ça agrandit aussi les fréquentations, et souvent les camps aident à ça, de dire mais on s'était vus en fait, on était ensemble au camp, et voilà, et du coup ça aide aussi à se créer de nouvelles amitiés, et donc voilà, donc c'est hyper intéressant, hyper important. Et ce qu'on disait, et je suis entièrement d'accord avec Garance, c'est la vie en collectivité en fait, c'est de leur permettre de s'épanouir, et puis d'apprendre à être eux-mêmes, et à augmenter leur estime de soi et leur confiance en eux en fait. C'est ça qui est important aussi dans ces temps-là, parce que c'est des temps informels en fait sur lesquels on est. Donc c'est des moments très importants aussi pour leur construction de futurs ados, futurs adultes.
Oui, et puis on parle de cela évidemment sur non pas la dernière semaine des vacances, mais presque, puisqu'ils reprennent le chemin de l'école pour la plupart d'entre eux le 1er septembre. C'est vrai que Stéphane dit, on se fait des copains pour la vie. Voilà, a priori, il y a aussi de bons souvenirs. Pour conclure, ce sera avec vous, Michel Fize, sociologue et chercheur au CNRS. Les colonies, évidemment, telles qu'on les a connues dans les années 60-70, se terminent tout doucement. C'est une autre idée qui va s'approcher, qui va se créer pour les colonies de demain? Oui, parce que il n'y a plus, je crois, comme autrefois, eux qui dirigent et nous qui sommes évidemment dans le moule d'activités qui sont préconstruites. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un dialogue qui doit exister, et d'abord en famille pour savoir si on a envie de partir ou pas. Mais je pense que il faut respecter un certain nombre de valeurs qui, je crois, sont cardinales dans cette affaire. Dès lors qu'on prend en séjour des enfants, des adolescents ou des jeunes, autonomie, solidarité et responsabilité. Voilà. Et respect de la nature, oui. Parce que je crois que c'est aussi important pour les jeunes. Voilà. Donc quand on a ce cocktail, je dirais, positivement explosif, eh bien on a toutes les chances évidemment d'avoir des séjours réussis et d'avoir évidemment ce que l'on voit avec les animateurs BAFA, quelque chose qui ressemble à des écoles de la vie, des écoles de formation. On apprend aussi à devenir citoyen dans ce type de structure. Merci beaucoup à vous tous. Michel Fize qui était avec nous, merci d'avoir répondu positivement à notre demande, sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse. Lisiane Jonker, directrice de l'association Les Jeunes du Four, c'est à Lanille-Dutte dans le Finistère. Et puis Garance Magnan-Goupil qui était titulaire du BAFA et qui est monitrice de colonies de vacances. Merci aussi à vous d'être intervenu autant sur la page Facebook que au téléphone. Dans quelques instants, on va aller se balader. On va rester dans le Finistère avec les îles de Molène. Ce sera notre sentier de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.